Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Moec, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. On parlait juste avant de l'inflation en France qui est 1,2% sur un an. Petite question, on va pas refaire le plateau, mais ce reflux de l'inflation, on a compris que c'était une bonne nouvelle, pas la déflation, mais le reflux de l'inflation, la désinflation, c'est une bonne nouvelle à la fois pour les ménages, pour les entreprises. Mais je me disais pour le gouvernement là, qui doit boucler un budget 2025 qui est compliqué et maîtriser les comptes publics, c'est pas une très bonne nouvelle, non, cette désinflation? Ouais, ça complique encore l'équation, oui, parce que ça veut dire qu'on a un PIB nominal qui va progresser un peu plus lentement. Donc ça veut dire qu'effectivement le ratio dette sur PIB va probablement augmenter un peu plus vite. C'est ce que disait votre interlocuteur précédent. Je suis assez d'accord. Et puis une autre raison qui est que lorsque l'inflation est basse, c'est beaucoup plus compliqué de jouer entre guillemets sur l'illusion monétaire. C'est-à-dire que lorsque l'inflation est basse, ça devient très compliqué de gagner des marges de manœuvre, par exemple en refusant d'indexer complètement certaines dépenses publiques sur le PIB ou en refusant d'indexer complètement les barèmes d'impôt sur le revenu sur l'inflation. Les économies qu'on peut attendre dans ce type de manœuvre sont évidemment bien plus basses quand l'inflation est à 1 que quand l'inflation est à 3 ou 4. Donc beaucoup des mesures qui sont aujourd'hui discutées sur ce qu'on pourrait faire en matière budgétaire un peu paradoxalement, sont des mesures qui auraient été probablement assez puissantes si on les avait prises il y a un an ou deux, et qui aujourd'hui tombent un tout petit peu à contretemps. Même si elles sont plus faciles politiquement à faire passer. Quand on a 1,5% d'inflation, si on gèle, c'est relou, comme dirait. Mais voilà, c'est gérable. Quand on gèle à 4% d'inflation, ça fait plus mal pour les uns et les autres. Mais c'est avec un gain plus faible. Et puis un autre point aussi intéressant, c'est de comprendre d'où vient en partie cette désinflation. Une grande partie de la désinflation française et européenne depuis un an sont en fait des contractions de marge. Et là aussi, c'est une discussion à avoir, à mon avis, de manière intéressante dans le débat budgétaire actuellement, qui est que il y a un an ou deux, on a eu une extension très forte des marges d'entreprise, hein, des taux de profit qui ont beaucoup augmenté. Et à ce moment-là, on a eu des discussions sur la Ah donc, taxation et sur... c'est ça, c'est-à-dire pour vous, la taxe, tout le débat sur les super profits, l'avoir aujourd'hui, c'est trop tard. Oui, c'était peut-être une discussion, d'ailleurs en partie elle a été faite, mais c'était une discussion qui était d'autant plus, entre guillemets, légitime qu'on avait effectivement à ce moment-là une augmentation très forte des taux de profit. Là aujourd'hui, les taux de profit se normalisent complètement. Si vous regardez les derniers comptes de l'INSEE, on est revenu sur des taux de marge qui sont les taux de marge moyens de 2019. Oui, mais là, Donc on on parle a du CAC complètement 40. fait Ce qui ensemble. était visé par le gouvernement, c'était le CAC 40. C'était pas le taux de profit moyen de l'ensemble des entreprises présentes sur le sol français ou française. Il faut les regarder s'il y a une différence très forte entre ce qui se passe sur le CAC 40 et ce qui se passe sur le tissu économique. Par ailleurs, un élément à prendre en compte, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui ont énormément d'opérations à l'étranger. Donc, je ne suis pas certain que la taxation des profits sur le territoire français soit nécessairement si rémunérateur si on limite effectivement la taxation sur profit sur ce qui se passe sur le territoire national. Gilles, il faut qu'on en parle parce que c'est une première et c'est pas anodin selon moi. La dette de la France, on a commencé à en parler la semaine dernière, la dette de la France est désormais jugée plus risquée par les investisseurs que la dette espagnole. Autrement dit, les investisseurs demandent une meilleure rémunération pour prêter à Paris plutôt qu'à Madrid. C'est une première depuis 2006. C'est un symbole fort pour vous, cette inversion. J'ai vu que même la Grèce, sur une échéance 5 ans, la Grèce, qui est en faillite il y a 15 ans, s'endette moins cher que la France aujourd'hui. Maturité 5 ans. Non, pour moi, c'est effectivement, c'est symbolique au sens où ce qui compte pour la soutenabilité des dettes publiques, c'est pas tant le spread, c'est le niveau absolu des taux. Et à 3% sur un 10 ans, il n'y a pas le feu au lac hein, en termes de construction d'un budget. Mais c'est le message des marchés, c'est que la surveillance se fait, c'est que la discipline de marché se fait, la discrimination entre les signatures se fait, qu'il n'y a pas entre guillemets de privilèges exorbitants de la dette française. Et ça, c'est souvent une discussion qui est parfois malaisé à avoir à Paris. C'est-à-dire qu'on a parfois des interlocuteurs qui semblent considérer qu'une espèce de, comment dire, de détermination génétique qui ferait que la dette publique française, quelle que soit l'évolution budgétaire, quels que soient les risques politiques, est une très bonne signature. Eh bien non, cette distance qui se crée avec l'Espagne, La c'est France la n'est plus une démonstration très que le bonne marché signature. La France n'est plus une très bonne signature aujourd'hui. ça reste une bonne signature en Europe, encore une fois, parce qu'on parle quand même de niveaux de spread qui sont parfaitement gérables en termes de soutenabilité de l'aide publique. Mais le message est intéressant parce que l'Espagne n'est pas le pays le plus stable politiquement d'Europe.
Mais je pense que ce qui intéresse beaucoup les marchés, dans le cas espagnol, c'est le fait que c'est une économie qui croît. Et c'est ça la force actuelle de l'équation espagnole, c'est que quand tous les ans, vous avez un taux de croissance du PIB qui est aux alentours de 2%, quand tous les autres sont dans des croissances beaucoup plus faibles, tous les risques annexes, entre guillemets, les risques politiques, voire même les difficultés du côté budgétaire, parce que tout n'est pas rose budgétairement en Espagne, tout cela est nettoyé. Mm. Et pour moi, la vraie difficulté française, c'est qu'on a à la fois une difficulté budgétaire qu'on connaît bien, avec une certaine médiocrité conjoncturelle. Ouais, C'est sauf pas que terrifiant, hein, on n'est pas en situation de récession, mais on est quand même en situation de oui, médiocrité de la sauf croissance. qu'il y a un discours de politique générale demain de Michel Barnier. On a compris qu'il y aurait des économies sur la dépense publique, et c'est récessif, et des augmentations d'impôts potentiellement récessives aussi. Donc ça veut dire qu'on n'a déjà pas beaucoup de croissance et qu'on va en avoir moins parce qu'on doit assainir nos comptes publics. Elle est là l'équation, hein. On est sur le fil du rasoir, sachant que c'est un petit calcul qu'on peut faire si on veut vraiment se faire peur. Ce qui est curieux dans la croissance française actuelle, c'est que, et ça arrive rarement, et ce serait normalement une occasion de le célébrer, mais ce qui tient la croissance française C'est les en ce moment, exports. ce sont les échanges extérieurs, Ouais. voilà. Et ça nous arrive assez rarement, et donc tant mieux. Le problème, c'est que une croissance tirée par les échanges extérieurs n'a aucun effet positif sur les recettes fiscales. Et si on regarde la consommation privée, on est depuis le début de l'année en fait dans une consommation privée qui est complètement plate, avec un vrai problème du côté des recettes de TVA. Et dernier calcul, si vous enlevez la consommation publique et l'investissement public qui se porte encore très bien sur le premier semestre de 2024, la demande intérieure française est en contraction depuis la Donc fin en de réalité, la 2023. France, quelque part, est en récession malgré le 1% de croissance affiché, puisqu'il y a les exportations et les investissements publics. On a une demande intérieure privée qui aujourd'hui est en contraction. Oui. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce qui a été dit par certains responsables français. Ça a été le cas de Villeroy de Galhau, je crois que c'était le cas de Moscovici aussi, qui disent attention au réglage dans le temps de l'effort budgétaire. Et ça c'est une marronne chez moi, mais ce qui compte, et je pense que ce qui compte pour les marchés d'ailleurs, ce n'est pas tant la première marche. Ce n'est pas l'ajustement budgétaire sur 2025, même s'il faut donner un acompte sur la trajectoire d'amélioration des déficits. Ce qui compte, c'est le sens que l'on donne sur plusieurs années Sans dans la sacrifier trajectoire de réduction des l'activité. déficits, C'est sans ça votre sacrifier message. l'activité. Mais Sinon, on va rentrer dans quelque chose de c'est un chemin contre-productif. de, pas de croix, mais de crête, quand même, qui est très étroit. C'est un chemin de crête et je pense que l'équation française aujourd'hui elle est d'autant plus difficile que c'est exactement au moment où on aurait besoin d'une très grande visibilité dans le temps des politiques publiques. On aurait vraiment besoin de 5 à 7 ans pour pouvoir se dire, allons-y doucement sur la première ou la deuxième année, mais indiquons au marché, indiquons aux autorités européennes quel est le sens du voyage sur la finance publique. Mais pour ça, il faut avoir un degré de stabilité politique qu'évidemment, on n'a plus Ouais. depuis le mois de juillet. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a le marché est assez rassuré, je pense, à court terme sur la question de la stabilité politique. On aura un discours de politique générale, on a un gouvernement. A priori, on n'aura pas de censure immédiate, donc on a probablement un an devant nous. Mais précisément parce que au-delà d'un an, on ne sait pas où on va, il va peut-être manquer cette espèce de trajectoire générale des finances publiques, qui est ce qui, à mon avis, répondrait aux difficultés françaises actuelles. On peut dire qu'il n'y a pas de défiance, encore une fois, des investisseurs à l'égard de la dette française, puisqu'on s'endette à 3% sur une maturité de 10 ans. Mais il y a une confiance qui est entamée, on peut le dire vraiment comme ça, de la part. Il y a un degré de surveillance qui est très aigu. Il y a une attente d'annonces qui soit suffisamment forte pour 2025. Ce qui fait la force de la dette publique française, c'est répété à chaque fois par les agences de notation, et je pense qu'ils ont raison, c'est qu'elles ont raison, pardon. C'est cette idée que le consentement à l'impôt en France est élevé, qu'on peut toujours réussir à trouver des recettes, mais on touche les limites à cela. On touche les limites parce que tout le monde sait aujourd'hui où on est le taux de prélèvement obligatoire en France, et donc peut-être que le marché n'a pas de défiance parce qu'il sait qu'à court terme, voilà, on va trouver les milliards, entre guillemets, qu'il faut pour éviter de trop peser sur la dépense publique et pouvoir continuer à trouver des recettes fiscales supplémentaires. Mais ça, c'est au détriment la trajectoire de moyen terme, qui n'est pas juste une trajectoire budgétaire, Mmh. mais qui est aussi une trajectoire de croissance. Une Ouais. trajectoire qui, en particulier, préserve l'investissement des boîtes. Ouais, Portugal d'ailleurs, Espagne qui empruntent moins cher que la France, alors que ces deux pays sont moins bien notés. Pour le commun des mortels, ça n'a rien de logique, hein.
on est Ça moins veut bien dire que noté et on a encore une prime française, entre guillemets. et voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc on se dit que demain, le discours de politique générale de Michel Barnier sera scruté, encore une fois, par les marchés. Alors, c'est peut-être moins le discours de politique générale que le projet de loi Projet de de budget. finances. Je Ouais. pense que là, il y a vraiment un besoin d'éclaircissement. Donc, le discours de politique générale, il sera scruté, je pense, surtout dans sa partie économique et budgétaire. Hum. Gilles, d'un point de vue économique, encore une fois, uniquement économique, est-ce que c'est vraiment néfaste de taxer temporairement, et d'ailleurs de manière conditionnée, le patronat et le patron du MEDEF est plutôt ouvert sur le sujet, de manière très légère, il l'a dit, Patrick Martin, taxer encore une fois un peu plus les multinationales qui se portent bien, qui marchent bien, comme dirait Michel Barnier, ou les plus riches, vraiment d'un point de vue économique, c'est vraiment néfaste. Alors là-dessus, il y a des papiers de l'OCDE qui sont assez bien faits et qui disent que effectivement, si c'est temporaire, la sensibilité de l'investissement de ces entreprises-là à une taxation temporaire est probablement plus faible qu'elle ne l'était. Ça, c'est ce que dit la recherche académique. La difficulté pour moi, elle tient au caractère pérenne ou pas de ce que l'on fait. C'est-à-dire que dans tout ce que j'entends, on me parle de mesures temporaires. Sauf qu'en France, Euh, le problème de la France, c'est que souvent le temporaire s'installe Voilà. un peu dans la Alors, durée. Hein. si c'est du temporaire, la réponse à cette question, c'est probablement non, parce qu'en plus, ce sont des boîtes qui ont des stratégies d'investissement plutôt sur le moyen long terme, donc elles peuvent très bien gérer une augmentation temporaire de leur taxation. La simple difficulté, c'est que si c'est effectivement temporaire, la question que le marché va poser, c'est quelle est la trajectoire de moyen long terme? Qu'est-ce qui nous certifie que une fois que la taxation revient à son niveau de départ, on a une évolution en particulier des dépenses publiques qui est cohérente avec une stabilisation de la dette. Et c'est là, à mon avis, où le bas blesse. C'est-à-dire que si on fait du permanent, là, en revanche, ça commence à avoir un impact néfaste, en particulier sur l'attractivité des territoires. Si on fait du provisoire, je comprends bien que ça puisse être tentant pour faire tenir l'équation sur un an ou deux, mais derrière, il faut pouvoir annoncer ce que l'on fait en trajectoire de moyen long terme. Et à mon avis, là, c'est quand même plutôt la dépense publique qui devrait être la Oui, cible. mais Gilles, vous avez compris, et je pense que tout le monde a à peu près compris que ces mesures fiscales symboliques sur les riches et sur les grandes entreprises, c'est un moyen de faire passer de l'autre côté une forme d'austérité ou d'économie sur la dépense publique à l'opinion. C'est une stratégie qu'on a compris et qui d'ailleurs peut se défendre. Hein. Alors moi, je ne rentre pas sur ce débat-là, mais sur les dépenses publiques, euh, ce qui est pour moi frappant, c'est le fait que on peut on peut procéder par attrition. C'est-à-dire que la tentation dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle l'attrition. C'est-à-dire que je ne fais pas de réforme d'ensemble, je ne fais pas de réforme de structure, mais année après année, sur les grands blocs existants de dépenses publiques, pour parler un peu familièrement, je gratte. Bon, ça, c'est une approche assez tentante politiquement parce qu'elle n'est pas très visible, même si au bout de quelques années, on s'aperçoit que cette attrition a des effets sur la manière dont les gens perçoivent l'offre de services publics. Mais ce qui, en général, convainc le marché, et ça, toute l'expérience des années 2000, des années 2010 devrait nous le rappeler, ce qui convainc en général les marchés, c'est pas l'attrition, ce sont les réformes de structure. C'est comment les grands blocs de dépenses publiques sont réformés. Mais pour ça, il faut probablement avoir une visibilité politique, encore une fois, Qu'on n'a pas qui aujourd'hui. aujourd'hui est probablement hors d'atteinte. Bon. Avant de se quitter, Gilles, juste une question. Le CAC 40, qui a réalisé la semaine dernière sa meilleure performance depuis un an, près de 4% de hausse, on était à 7008. On a eu ce matin l'avertissement sur marge de Stellantis, marge revue sacrément à la baisse pour 2024. L'action perd 13%, le CAC est à 7670 points, moins 1,5%. Juste, voilà, est-ce que, on sait que la saison des publications de résultats va s'ouvrir, est-ce qu'il y a des mauvaises nouvelles à avoir du côté des entreprises? Et puis le CAC 40, on a parlé d'une forme de désaffection des investisseurs étrangers pour des raisons de contexte politique à l'égard du CAC 40. Est-ce que on est en train d'effacer un petit peu ou pas l'écart avec la performance des autres indices boursiers européens? Je pense qu'il y a quand même il faut être cohérent. C'est-à-dire que l'histoire macroéconomique qui est visible mois après mois, c'est cette idée qui est importante hein, de correction des marges. Même si les entreprises du CAC 40 ont des spécificités par rapport à la macro générale de la France, au bout d'un moment, il y a quand même corrélation entre les résultats nets, surtout des entreprises qui sont les plus dépendantes du marché français. Il y a corrélation avec cette correction des marges. Je pense que c'est là, c'est ça qui se joue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un marché, c'est pas spécifique à la France, on l'a vu dans toute l'Europe, qui salue
le fait qu'on a une nouvelle orientation de la politique monétaire, qu'on Oui. va vers des baisses de taux d'intérêt, ça c'est très positif évidemment, mais il faut se poser la question de pourquoi est-ce que les taux d'intérêt baissent? Les taux d'intérêt baissent parce que l'inflation baisse et parce que les marges commencent à se corriger. Tout ça, c'est pas Et donc cette nécessairement génial pour désinflation le consommateur. pénalise encore une fois les sociétés cotées, les Parce grandes que c'est comme multinationales. ça qu'aujourd'hui, la désinflation fonctionne. C'est-à-dire que il y a 2 ans, quand tout le monde parlait de greedflation, de profit excessif, mon point à l'époque, c'était de dire, on est dans du cyclique, c'est toujours comme ça que ça se passe. Lorsqu'il y a une vague inflationniste, il y a toujours un début de phase où les marges d'entreprise augmentent, et ça se termine toujours de la même manière, correction des marges. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et donc ce qui se passe sur Stellantis, c'est le prélude à d'autres corrections sur les marges Alors, d'autres entreprises cotées? je connais pas la situation spécifique de Stellantis, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir sur d'autres entreprises, parce que ça, cette correction des marges, c'est une évolution macro qu'on voit dans toute l'Europe et qu'on verra en France aussi. Allez, merci beaucoup pour cet entretien avec vous, Gilles Moec, chef économiste du groupe AXA, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Au revoir.